Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. C'est comme ça, le lundi avec Philippe David, on se tourne vers les associations qui ont des choses à nous dire. Et je peux vous faire une remarque? Non. J'ai dit non. Je vous la fais quand même. Quand on revient de Nayoux, où était Fabien Pelouse, on l'avait par téléphone, mais il y avait toutes ces photos avec le maillot du Stade Toulousain rouge et noir. Aurélie Gros a mis les couleurs rouge et noir. Je me revois à Nayoux, dans le sud-ouest, et allez, le stade. Et effectivement, elle est là. Ils sont là. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, président et cofondateur du G500. Bonsoir, comment ça va? Et bonsoir, ça va très bien. Ouais. Moi, j'ai mis les couleurs bleu ciel parce que tant pis. J'ai pas honte. C'est les pacifistes. C'est les pacifistes. Non, parce qu'il est supporter de l'OM et là, il n'est pas en forme. On s'est pris une volée. Voilà. Vous l'avez bien mérité. Voilà. Non, on plaisante. On les embrasse, les Marseillais. Le G500, pour rappel, c'est une initiative citoyenne pour promouvoir la participation citoyenne dans la prise de décisions politiques, surtout en l'absence de débats électoraux significatifs. Et forcément, on a envie de leur donner la parole à toutes ces personnes qui travaillent au quotidien, qui s'engagent et qui trouvent des solutions. Et grâce à vous, Aurélie et Stéphane, chaque année, on réunit toutes ces belles associations, en tout cas, qui grandissent. La famille grandit, pour porter des idées ou pour porter des propositions auprès des politiques, Stéphane Pellet. Et d'ailleurs, vous disiez, il n'y a pas d'élection. Ben si, dimanche soir, hier soir, les sénateurs, pour partie, ont été renouvelés. Ça fait partie des cibles, entre guillemets, du G500, puisque nous portons 38 résolutions issues du sommet de Marseille qui s'est tenu début juin. Prochain sommet, on ne peut pas encore dire dans quelle ville, parce que finalement, il y a un challenge actuellement qui est lancé entre Marseille, Lyon et Lille. Voilà, les auditeurs peuvent d'ailleurs, pourquoi pas se voter, se positionner. Vous voulez, si vous êtes lillois, si vous êtes lyonnais ou marseillais, appelez-nous 0826 300 300. Il y a d'excellentes spécialités gastronomiques dans les trois villes. C'est pour ça, on a pensé à toi, Philippe. Mais vous allez mourir avec un saucisson, je vous le dis tout de suite. Allez, au sommaire de cette émission, l'inactivité physique est responsable de près de 3000 nouveaux cas de cancer chez l'adulte. L'OMS recommande l'activité physique pour la santé, notamment en prévention primaire. L'inactivité et la sédentarité sont donc considérés comme les principaux facteurs de morbidité, évitables. En France, la situation est particulièrement préoccupante, surtout chez les femmes. Le docteur Stéphanie Monton sera avec nous dans quelques instants, présidente de l'association Rubiz. Le nombre de personnes sans domicile en France atteint 330 000, en hausse de 30 000 par rapport à l'année précédente. Le gouvernement lance son plan logement d'abord 2023-2027, doté de 516 millions d'euros, visant à sortir 400 000 personnes de la rue. Toutefois, les associations, y compris l'association Lazare, expriment des doutes quant à l'efficacité de ces mesures. Face à l'urgence de la pauvreté croissante, Aliénor de Santenac, responsable communication de l'association Lazare, sera avec nous. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Plutôt citoyenne ce soir. Et l'association Les Rubiz, créée en 2017 et affiliée à la Fédération française de rugby, qui fusionne le sport et le médical pour favoriser la remise en place ou dans le bien-être des patients. On va en parler avec Stéphanie Monton qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Ça va nous permettre encore de faire passer le message. C'est nous qui vous remercions. Stéphane Pellet, cette belle association encore une fois sur le sport et le médical. Alors oui, Rubiz. Comme aurait dit Aurélie Gros, c'est le premier club de rugby santé de France. Mais Aurélie, je pense que vous pourriez aller encore plus loin que moi, non, sur cette question. Parce que Aurélie, elle a adoré leur boulot. C'est parce que j'adore le rugby, j'adore les femmes, j'adore le docteur Stéphanie Monton, que j'ai déjà entendu s'exprimer et qui embarque tout le monde dans le sport santé. Parce qu'effectivement, ce qui nous a touché particulièrement dans cette association, c'est la non-connaissance en fin de compte des patients vis-à-vis de cette possibilité de faire du sport santé, comment ça reconstruit, comment ça amène à vivre différemment aussi la maladie, et que ça peut surtout être prescrit par des médecins. Donc aujourd'hui, Stéphanie a monté cette association qui est effectivement le premier club de rugby médical en France, et bon, on va dire en plus avec la Coupe du Monde, on va dire qu'on est dans la thématique, dans la mode, et elle en parle tellement
vraiment bien, elle a envie de changer les choses, elle a envie de changer la vie de ces femmes. Donc, bonsoir Stéphanie. Racontez-nous un petit peu comment est née cette initiative, le constat peut-être. Ouais, le constat, qu'est-ce qui se passe, parce que vous êtes médecin, vous êtes engagée, vous êtes citoyenne, vous êtes une femme, vous avez tout pour nous expliquer tout ça. Et vous aimez le rugby. Et vous aimez le rugby. Mais c'est normal, elle est de Toulouse. Oh. Allez. C'est exactement ça, mais juste je rectifie 2 petites choses. Alors j'aime le rugby en effet, mais je suis de Toulouse, je suis une Toulousaine d'adoption depuis 2002 puisque j'ai eu mon internat à Toulouse. Mais au départ je suis marseillaise et au départ j'étais plutôt foot. C'est du collectif aussi, mais j'ai appris à connaître en effet le rugby en arrivant sur Toulouse et à aimer ce sport. Je le dis pas trop fort, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je regarde beaucoup plus de rugby que de foot. En tout cas, faire du sport en général, c'est toujours bon pour la santé, quel qu'il soit. Exactement, tout à fait. Et la deuxième petite correction que je voulais faire, c'est que, en effet, le rugby adapté, c'est très très bon pour la santé, et c'est bon pour la santé des hommes et des femmes, pas seulement des femmes. Et les rugby, c'est vrai qu'on a commencé avec des patientes, parce que tout simplement, moi je suis impliquée dans les cancers gynécologiques, donc on a beaucoup plus de femmes que d'hommes pour ça. Mais aujourd'hui, on reçoit tous les genres, donc il y a pas on se limite pas aux femmes, et on accueille également les hommes. Il y en a moins, mais ils arrivent de plus en plus nombreux pour nous rejoindre. Écoutez, attends, on va faire écouter un joli témoignage qui va dans le sens de ce que vous dites. Écoutez. Moi, personnellement, quand on m'a dit viens voir, on fait du rugby, j'ai dit bon, du rugby, les filles, n'importe quoi. Mais je me suis prise au jeu, mais ça me fait un bien fou. Et voilà, pour nourrir ce que vous étiez en train de dire, Stéphanie, pardon. Non, mais c'est très bien d'avoir des témoignages, parce qu'en fait, la meilleure voix, c'est celle des patients, bien entendu, parce que c'est eux qui expliquent le mieux finalement les bénéfices ressentis et éprouvés très rapidement après avoir débuté l'activité. Alors comment ça naît ? En fait, ça naît d'une initiative de la Fédération française de rugby. Au départ, on est en 2015. Il y a le décret de loi qui va sortir sur la prescription du sport. Et en fait, il y a nos ministères santé et sport qui ont fait le constat, en effet, grâce à des publications scientifiques, des bénéfices de l'activité physique dès le diagnostic de cancer, mais également dans toutes les pathologies chroniques. Et donc, l'idée, c'était de missionner les fédérations pour travailler avec des experts, des médecins experts de chaque pathologie chronique, pour essayer de développer une activité adaptée. Donc nous, à l'Oncopole, médecins de l'Oncopole, on a été appelés par la Fédération française de rugby pour travailler un projet. Est-ce qu'il était possible d'adapter le rugby ? Quel rugby ? Comment, les indications, les contre-indications, etc. Il nous fallait un guide de prescription également, parce qu'on n'avait pas de référentiel. On sait prescrire les médicaments, mais on ne sait pas prescrire le sport, les médecins, enfin on n'a pas appris ça en tout cas. Et donc on avait besoin d'un guide de prescription. Et donc nous on a travaillé pendant quelques temps avec la fédération pour émettre en tout cas ce guide de prescription pour le rugby. On a essayé, donc on a eu la chance d'être à Marcoussis dans des structures magnifiques. Incroyable. Et de pouvoir s'essayer un petit peu à tous les rugbys, et surtout avec le rugby à 5 que j'ai testé pour la première fois en marchant. Donc je me suis dit que ça pouvait, en effet, on pouvait essayer avec des patients qui ne pouvaient pas courir. Voilà. Ensuite, on nous a donné des moyens techniques et logistiques pour faire une première saison expérimentale sur Toulouse. Et on a, nous, recruté des patients volontaires dans nos salles d'attente, et on a commencé avec 4 patients. Voilà, aujourd'hui, on a plus d'une centaine sur Toulouse, donc ça marche assez bien. Eh ben, vous restez avec nous, Stéphanie Mouton. On revient dans un instant, hein, 0826 300 300, vous voulez témoigner. Et, bien entendu, vous êtes les bienvenus. Cette belle association qui s'appelle les Rubies, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous les avez côtoyés, peut-être que ça vous intéresse. On vous donne toutes les informations juste après la pub. On reste ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet.
Ils sont là, Aurélie Gros et Stéphane Pellet du G500. Ça va mes amis? Ça va super. En pleine forme. Super bien. Difficile chaque semaine forcément d'aller piocher, puisqu'il y a 2 associations que nous mettons en lumière chaque semaine. Difficile mais il y en a tant d'autres sur le terrain. Compliqué. Pour parler rugby. Et là, on parle d'un sujet important, puisque en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby, mais l'association finalement du rugby et du médical qui fait visiblement, en tout cas, des prouesses. Stéphanie Motton est avec nous de cette belle association. On était avec vous il y a quelques instants. Certainement, les gens qui nous écoutent en disant comment on peut s'inscrire. Est-ce que toutes les personnes qui jouent au rugby sont toutes... est-ce que c'est de la prévention? Est-ce que ce sont que des personnes qui ont déjà une pathologie? Voilà, plein de questions à vous poser sur ce sujet-là. Oui, alors en fait, si vous voulez, le rugby, c'est intéressant parce qu'on garde les valeurs du rugby. Le rugby à 5, c'est du rugby à toucher, donc on enlève en fait tout ce qui est violent, c'est-à-dire tout ce qui est plaquage, tout ce qui est mêlée. On garde quand même du contact, parce que c'est intéressant pour les patients en reconstruction de garder le contact, de s'engager avec ce ballon, d'aller toucher les autres et de se faire toucher. La passe en arrière est très intéressante parce qu'elle permet à des gens qui ne courent pas d'être toujours en situation de jeu. Bien évidemment, il faut rassurer les gens parce que quand on leur parle en consultation, après l'annonce d'un cancer, de traitements lourds, etc., leur parler du rugby, évidemment, ça les interpelle toujours. Je leur dis très vite que c'est du rugby adapté, que c'est accessible à tous, que c'est l'activité qui va s'adapter à eux et pas le patient qui va s'adapter à l'activité. Hein. C'est très très important en tout cas à comprendre ça. Nos coachs sont formés pour ça, ils sont formés en activité physique adaptée et en rugby, donc ils peuvent adapter le rugby aux patients. Et l'idée c'est également, une fois qu'on a convaincu les gens, ça prend un peu de temps parfois plusieurs consultations pour les motiver en tout cas à passer ce pas et à se déplacer sur le terrain. Évidemment, quand ils arrivent sur le terrain, il faut surtout pas les mettre en situation d'échec, parce que sinon on va les perdre et on n'arrivera plus à les convaincre. Une fois qu'on a convaincu un patient et on lui a montré que l'activité allait s'adapter à lui, on lui a montré que l'activité était collective, qu'il y avait une très bonne ambiance, de la bienveillance. C'est un jeu en fait, un jeu. C'est un jeu, très vite ça devient un jeu, très vite les patients ont envie d'en savoir plus sur le rugby, très vite ils ont envie d'apprendre même le coach vous en parlerait mieux que moi, mais ils ont envie d'apprendre quelques gestes techniques très très vite. L'humain est ce qu'il est, hein. Passé la phase aiguë, il a envie à nouveau de se surpasser et puis quand les personnes ont fait 2-3 séances, très rapidement, en fait, ils sont conscients des bénéfices. Il y a une fatigue, mais une fatigue qui est due à l'activité physique. C'est pas la même fatigue que l'on a lorsque une bonne fatigue, vous voulez dire, pour un cancer. Et Stéphanie, juste pour les gens, en fait, c'est des personnes, donc des médecins qui vont leur prescrire avec la loi sport santé sur ordonnance qui a été votée le 30 décembre 2016, donc ils vont leur prescrire du sport santé. Et moi, j'ai 2 questions là-dessus. Ils ont donc une ordonnance, on est d'accord? C'est remboursé par la sécurité sociale? Point d'interrogation. Et est-ce que les professionnels de santé ont bien compris qu'ils pouvaient prescrire du sport sur ordonnance? Parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui proposent ça à leurs patients. Parce que peut-être les patients qui nous écoutent peuvent se dire, je vais aller voir mon médecin et je vais lui demander de me faire prescrire du sport sur ordonnance. Donc c'est quoi les conditions? Il y a le sport sur ordonnance, on peut se faire rembourser ou non. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont compris qu'ils pouvaient faire ça, ou faut-il encore aller plus loin dans la pédagogie, la pédagogie et la loi? Parce qu'il y a 2 choses. Stéphanie Motton est court parce qu'on prend un témoignage juste après. Alors, je réponds très vite. D'abord, il n'y a pas encore de remboursement de l'assurance maladie, mais il faut savoir que le décret de loi a connu quelques modifications depuis 2016, donc il s'élargit petit à petit. Il y a des réflexions, il y a des discussions au sujet d'un remboursement, en tout cas au moins partiel, ce qui donnerait probablement de la crédibilité, en tout cas, à tout ça, bien entendu, pour les patients. La deuxième chose, c'est que
comment dire, tout est en structuration, c'est-à-dire que bien entendu que petit à petit on forme les médecins à la prescription du sport, bien entendu que je pense, honnêtement je pense qu'aujourd'hui tout le monde en a entendu parler, même si on n'a pas fait la démarche de l'apprentissage de la prescription, on sait au moins que ça peut se faire, mais bien entendu qu'il y a toute une structuration aujourd'hui. Le patient, il faut prescrire l'activité, donc il faut déjà savoir prescrire parce que vous engagez votre responsabilité quand vous prescrivez, donc il faut savoir le faire. Mais il faut savoir aussi où l'envoyer. C'est ça ce que j'allais dire. Aujourd'hui, il y a toute une structuration on va dire des endroits pour recevoir en fait un patient en fonction de ses limitations fonctionnelles. Tout ça est également régi par un décret de loi. Mais voilà, les structures se montent et petit à petit, il y en a de plus en plus. Mais on est en gros chantier, on va dire. Même si on a très bien avancé avec les maisons sport santé, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui ont été faites en 5 ans, vraiment, beaucoup de choses. Mais il y a encore pas mal de choses à faire. Sylvie Saglier est avec nous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et vous voulez témoigner de ce que vous avez vécu avec les, je le prononce, les rubis. On va dire ça ce qu'elle vit encore. Ce que vous vivez encore avec les rubis. Ouais, ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que rubis signifie rugby, union, bien-être et santé. Ouais. Voilà, c'est important de le préciser. Alors, mon témoignage, c'est que j'ai débuté vraiment quand on nous a proposé cette activité, avant même que l'association n'existe, et nous avons tellement aimé ça, les pionnières, les autres pionnières et moi-même, que je pense qu'on a un peu fait pression, mais bon, c'est pas nous qui avons été décisionnaires, on a un peu fait pression pour que l'activité se poursuive, et on était les plus heureux. À l'époque, nous étions surtout des femmes, les plus heureuses du monde quand l'association s'est créée. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que patiente qui a pratiqué en fin de compte ce sport pour donner aussi envie à toutes les femmes qui nous écoutent, même les hommes. Et quel bénéfice, qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors, énormément de bénéfices. Non seulement sur le plan physique, parce que c'est vrai qu'on est très attiré par ce sport qui nous permet d'être saupoudré de cette gloire rugbystique auprès de nos familles, de nos amis. On frime un peu, quoi. On dit je suis une mamie mais je joue au rugby, quoi. Bon, voilà. Après on explique. Donc ça nous apporte vraiment d'un point de vue bien-être et psychologique, quelque chose d'extraordinaire. Après, évidemment que les bienfaits d'une activité physique sont très très positifs. En ce qui me concerne, la maladie cancéreuse a été violente, mais elle est un peu lointaine maintenant. Et on replonge dedans avec les petits jeunes qui arrivent, mais il y a une jeune femme qui est une nouvelle rubis qui l'autre jour m'a confié, elle m'a dit: tu sais, ça fait tellement longtemps que je ne vais pas rigoler comme ça. Ouais, voilà. C'est vrai. C'est bon. Sylvie Saglier, d'abord, est-ce que vous étiez sportive à la base et est-ce que, forcément, on a envie de vous poser la question, le fait aussi d'être entouré, le contact humain, pas que physique, mais humain, ça change tout aussi. Alors moi, j'étais effectivement sportive, plus dans l'âme que dans la réalité, parce que je n'ai pas forcément un physique qui me permet de faire des exploits, mais j'ai toujours aimé l'activité physique. Et donc c'est vrai que j'ai sauté sur l'occasion, mais c'est pas le cas de tous les... De la majorité, oui. Ah oui, il y a des gens qui sont extrêmement doués. On a une ancienne championne universitaire d'athlétisme. Oui. Mais on peut tous jouer ensemble, comme le disait très justement Stéphanie. La passe en arrière permet de faire jouer celui qui est derrière. Il aura de toute façon son mot à dire et sa balle à faire avancer, quoi. Donc c'est la condition physique, elle n'est pas nécessaire au départ, parce qu'il y a des gens qui sont bien abîmés par la vie, par le cancer, par plein de choses. Oui.
Mais on l'acquiert au fur et à mesure. D'ailleurs, Sylvie, Stéphanie, vous connaissez Daniel Herrero, donc ce fameux bien sûr entraîneur. Consultant Sud Radio. Et vous savez qu'il raconte ce truc extraordinaire, c'est le seul sport où en fait on se sent soutenu par toute son équipe. Pourquoi ? Parce que la passe en arrière oblige à ce que toute l'équipe soit toujours derrière celui qui porte le ballon. Et il dit c'est un très très beau symbole. C'est vrai, c'est un très joli symbole. C'est une magie, c'est ce qu'on dit entre nous. Une passe en arrière pour aller de l'avant. Restez avec nous, Sylvie Saglier. Stéphanie Motton, j'imagine que pour accomplir tous ces gestes, il faut des sous. Est-ce que vous faites appel à l'argent des particuliers ? Est-ce que vous êtes soutenu financièrement d'une autre partie ? En fait, on est vraiment soutenu depuis le début. Je dois vous avouer qu'avec mon travail à l'hôpital à plein temps, quand même, j'ai pas le temps trop d'aller chercher à droite, à gauche. Mais franchement, il y a de l'écho. En plus, on a toujours été suivis de façon très très positive par les médias. On a vraiment de la chance de pouvoir faire passer le message comme ça, et donc j'arrive à peine à répondre en fait aux sollicitations. Alors bien entendu, on a toujours besoin d'argent parce que le concept quand même des rubis, c'est nous savons en tant que soignants que les personnes ont une perte de revenus dès lors qu'il y a un diagnostic de cancer, quel que soit son statut socio-économique d'ailleurs. Donc en fait, l'idée c'est de pas embêter les gens et de pas créer de barrières financières avec les rubies. On s'est posé la question au début de savoir si on faisait ça juste la première année. En fait, on a vite décidé de non, jamais quoi. Quand on est patient et qu'on joue chez les rubies, il y a une cotisation symbolique qui était de 5 €. Donc voilà, et c'est comme ça pour la vie. Donc évidemment, il faut aller trouver de l'argent, mais jusqu'à maintenant, à part les subventions qui prennent un petit peu de temps, les subventions publiques qui prennent un petit peu de temps dans la rédaction des dossiers, mais sinon, voilà, comme vous avez entendu il y a une quinzaine de jours, mon discours, tout de suite après, j'ai quand même des gens qui veulent nous aider, on peut défiscaliser, etc. Et donc voilà, donc c'est vraiment aidant. Merci beaucoup en tout cas Stéphanie Motton d'avoir été avec nous, présidente de l'association Rubies. Vous pouvez aller on n'en a pas trop, hein. Non, justement. Vous pouvez toujours venir, quoi. C'est ce que je veux dire. Absolument. Et le site pour le don, c'est le site pour envoyer un don. Le site pour envoyer un don, rubies.com. Sur le site Les Rubies, lesrubies.com. Parfait. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va revenir sur ce nombre de personnes sans domicile aujourd'hui qui atteint les 330 000, en hausse de 30 000 par rapport à l'année précédente. Et on va revenir sur cette proposition du gouvernement, son plan logement d'abord 2023-2027. Est-ce que finalement il est efficace ? On en parlera avec l'association Lazare. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, les patrons fondateurs du G500, avec énormément d'associatifs et beaucoup d'engagement, beaucoup de solutions apportées, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des spécialistes qui font pas mal de choses, et sur un sujet important, Aurélie et Stéphane, le nombre de personnes sans domicile en France qui a atteint 330 000, et c'est une hausse de 30 000 par rapport à l'année précédente. Et avec votre invité, Stéphane Pellet, Aliénor de Santenac est avec nous, responsable communication de cette association Lazare. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Stéphane, ce constat est terrible. On va vous faire écouter ce sujet. Que je connais un peu. Emmanuel Macron, c'était en 2017. Écoutez. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Le contrat n'est pas rempli, Stéphane Pellet. Si vous avez un peu de mémoire, tous là, vous vous souvenez, c'est au moins le deuxième chef, on va dire, puisqu'à l'époque c'était le gouvernement Lionel Jospin, vous vous souvenez de son slogan « Zéro SDF ». Même si la question était grave, tout le monde n'avait pas pu s'empêcher de sourire un peu en se disant « mais qu'est-ce que c'est que cet objectif ? C'est pas comme ça peut-être qu'il faut prendre les choses ». Donc il y a un nouveau plan logement d'abord, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il y a en ce moment aussi un plan pauvreté qui est révélé à la presse. Mais finalement, la situation des sans-abri ne progresse pas, elle
est toujours aussi catastrophique malgré les annonces. Il y a certainement plus de places d'hébergement d'urgence, mais en fait, la réalité, c'est qu'il faut aller vers du logement. Alors, pour répondre à cette problématique, justement, il existe des solutions. Il faut faire du concret, il faut faire du cousu main. Et c'est le cas de l'association Lazare. Et comme je disais tout à l'heure à Aliénor de Santenac en la recevant avec Aurélie Gros, ici, dans cette émission, il n'y a que des gens géniaux. Mais vraiment, vous êtes super géniaux. Parce que d'abord, vous, à titre personnel, vous avez arrêté une grande aventure, on va dire, dans une grande entreprise, ça vous pouvez nous le dire. Et vous vous êtes lancé dans l'équipe de cette association. Est-ce que vous pouvez nous raconter aussi un petit peu votre parcours ? Oui, effectivement, moi j'ai travaillé 3 ans chez Danone, une belle entreprise que j'aimais beaucoup, mais au bout d'un moment, je me suis dit que je dépensais beaucoup d'énergie et peut-être pas au bon endroit et que voilà, j'avais peut-être envie de dépenser cette énergie à l'endroit où j'avais envie que les choses bougent. Alors du concret, c'est ça. Du concret. Et du coup, je suis partie. Donc à la base, c'était un CDD de remplacement de congé maternité. Je me disais, ça va me permettre de mettre le pied à l'étrier pour après choisir un boulot autre. Et en fait, ça fait 4 ans que je suis là. Et vous n'êtes pas prête de partir. Il y a tellement de boulot. En fait, on l'a déjà dit, mais. Alors justement, c'est quoi le concept même de l'association Lazare ? Donc l'association Lazare, c'est une association très jeune puisqu'elle a 12 ans maintenant. C'est des colocations solidaires entre des sans-abri et des jeunes actifs. En fait, c'est un constat hyper simple. Un enfant de 10 ans peut avoir cette idée. On se bat dans la rue. Pourquoi est-ce qu'on ne l'héberge pas chez nous ? Donc là, c'est pas exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'héberge pas des gens chez soi. On construit des maisons, on réhabilite des lieux et on y met des colocations d'hommes, de femmes, une famille. Et du coup, on peut avoir des immeubles qui ont, mettons, 45 personnes. Moi, j'ai vécu pendant 1 an dans une maison, il y avait 45 personnes. J'étais dans la coloc des femmes. Donc 8 femmes, la moitié qui ont vécu dans la rue. Et c'est quoi le principe ? Ils payent tous un loyer ? Comment ça se passe exactement ? Exactement. En fait... Souvent, quand je parlais à mes amis, à ma famille où je vivais, on me disait mais qu'est-ce que vous faites pour eux ? C'est quoi le plan ? Tu l'aides à refaire son CV, etc. En fait, non, on est juste coloc. On est coloc au même titre. Donc chacun paye un loyer. Il n'y a pas d'accueilli ou d'accueillant. Comment on fait pour payer un loyer quand on a vécu 10 ans dans la rue ? En fait, quand on peut avoir des papiers pour avoir des APL, le RSA, en fait, on peut payer un loyer. En fait, on se resociabilise finalement à vos côtés, en tout cas aux côtés de personnes qui, eux, ont déjà un statut. On retrouve un statut, en fait. Exactement. En fait, souvent, quand on est dans la rue, il y a plein de situations, mais souvent, il y a une rupture familiale, amicale, il y a eu une perte de confiance. Et donc nous, on pense vraiment que oui, les gens ont besoin d'un toit, mais elles ont besoin vraiment de relations humaines pour se reconstruire et reprendre confiance en eux. Et on voit que ça débloque, rien que ça débloque énormément de choses. Et comment est née l'association Lazare ? Parce que l'idée, comme le disait Stéphane et Aurélie, est absolument géniale. Ouais. En fait, c'est assez drôle, c'est 2 jeunes. La toute première maison, c'était pas vraiment encore l'association, elle a été créée plus tard. C'est 2 jeunes, Martin et Étienne, qui ont eu la même idée au même moment, et puis quelqu'un les a mis en contact. Ils ont trouvé, on leur a prêté un appartement. Donc ils se sont mis tous les 2 avec Karim, Rabat et Yves. Et ça a commencé comme ça. Et puis en fait, ils se sont rendus compte que non seulement ça aidait les personnes qui sortaient de la rue, qui retrouvaient une forme d'amitié, et de confiance, mais aussi eux, ça les faisait grandir et qu'ils avaient des amis qui eux-mêmes avaient envie de vivre ça, donc ils ont commencé à trouver d'autres appartements pour créer d'autres colocations. Et ça se passait où, cette première maison ? C'était Notre-Dame des Blancs-Manteaux, c'est à Paris. D'accord, et quand même souvent, c'est Paris qui est un peu le creuset de ces initiatives-là. Vous avez espoir que ça grandisse partout ? Oui, partout déjà. En fait, mais justement, c'était bien pour ça. Exactement, on est présent dans pas mal de grandes villes en France. En fait, on y va par demande. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut ouvrir, entend parler de nous et il nous dit j'habite à Nancy, comment je fais pour que ça ait lieu dans ma ville ? Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on monte une équipe bénévole sur place, on fait une petite étude de terrain pour voir si on peut monter ça là. Et donc là, on ouvre 4 maisons l'année prochaine à Montpellier, Clermont-Ferrand, Nancy et à Lorient. Et donc à chaque fois, c'est des initiatives privées, quoi. Une fois que les personnes sont logées, à un moment donné où on sent que finalement ça va mieux, qu'elles ont retrouvé un travail, est-ce que ça ouvre une place pour quelqu'un d'autre ? Est-ce que finalement on s'en va ou ils peuvent rester tant qu'ils veulent ? En fait, la particularité quand même de l'association, c'est que quand la personne retrouve le toit, on lui dit t'es chez toi. Il n'y a pas de résultat dans le sens dans 3 mois, il faut que tu retrouves un logement. Quand tu veux. C'est-à-dire quelqu'un qui trouve un travail, par exemple, et on le souhaite évidemment, qui va
à gagner, je sais pas, 1300 € par mois à peu près, hein, le SMIC ou un tout petit peu plus, 1500, allez, on va dire ça comme ça, même si c'est un travail à temps partiel, parfois s'il y a beaucoup de temps partiel, vous lui dites pas maintenant tu as un job, au revoir. En fait c'est avec la famille, donc qui vit sur place, qui connaît bien les gens, et en fait c'est en bonne intelligence, c'est-à-dire que si on se rend compte que la personne stagne, qu'elle avance pas, ça peut arriver qu'on lui mette un petit coup de pied aux fesses. C'est arrivé avec Julien l'année dernière qui avait passé 2 ans dans la maison, lui il avait fait quasiment toute sa vie en prison. C'est des profils, en fait ils retrouvent un emploi parfois, mais ils ont besoin en fait de gens autour d'eux structurés. Il a été dans la drogue avant, enfin c'est quand même beaucoup plus complexe, et puis parfois on trouve un emploi puis on le perd 2 mois après, c'est pas toujours très stable. Et après on a des gens qui disent bah moi je veux mourir dans la maison. Moi quand j'étais dans la maison, donc c'était juste avant, j'étais là pendant l'année du Covid, donc juste avant le confinement, on a Jean-Claude qui lui avait vécu, il avait fait 20 ans de prison, 8 ans de rue. Il a eu un cancer, en fait, on le voyait un peu, il avait mal aux hanches, etc. On ne savait pas ce que c'était. Il est parti à l'hôpital courant octobre. En février, il est mort. Et en fait, on l'a suivi à l'hôpital. Vous l'avez accompagné, ouais. Voilà. Et l'enterrement, c'est nous qui l'avons animé. Il y a des gens qui nous ont aidés à payer une place au cimetière. Donc, en fait, c'était sa famille. Et en fait, il a toujours dit, moi, je veux rester là jusqu'au bout parce que vous êtes ma seule famille. Pour les maisons, est-ce que ce sont des legs? Est-ce que ce sont les mairies qui vous aident? Parce qu'il faut forcément du terrain, il faut réhabiliter, il faut trouver de l'argent pour réparer ces maisons et les organiser de façon à ce que tout le monde puisse vivre dedans. Oui, alors au début, on fonctionne souvent par concession. Il nous faut des gros immeubles, donc ça peut être des anciennes écoles privées qui appartiennent à un diocèse, une mairie. Donc effectivement, on a des concessions pour 30 ans, on paye les travaux et puis derrière, on a l'usufruit pendant 30 ans. Et là, on a acheté notre première maison à Rennes. On s'exporte aussi à l'étranger, c'est-à-dire qu'il y a aussi des étrangers qui entendent parler de nous. Donc à Bruxelles, on a acheté. Donc c'est une association, on crée une association sur place. Genève, Espagne, au Mexique. Ah oui. Donc en fait, en fonction de la particularité du lieu, en fait en Espagne par exemple, il n'y a pas vraiment le principe de colocation, les gens restent chez leurs parents assez tard. Donc en fait, on s'adapte à l'environnement et à ce qu'on trouve en termes de logement. Et donc vous couvrez combien de villes en ce moment? Ah oui. On a 12 villes en France et puis on a... Lesquelles pour nos auditeurs? Alors on a Lille, Nantes, Vaumoise, Angers, Sarrian, dans le Vaucluse, Bordeaux, Marseille, Lyon. Quelle mémoire, j'aurais été incapable de faire ça. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant pour la suite. C'est l'association Lazare, très jolie association. Eliénor de Santenac est avec nous, et puis on aura un témoignage dans quelques instants, puisque c'est intéressant aussi de comprendre comment vivent ces gens tous ensemble, et surtout ceux qui s'en sortent grâce à cette belle association. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h. Les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Avec une très jolie association qui permet à un nombre de personnes sans domicile en France de trouver un foyer chaud de colocation, et ça s'appelle en tout cas c'est l'association Lazare. Aliénor de Santenac est avec nous, et c'est une association que vous portez, Stéphane Pellet, et qui peut mettre, si elle se déploie à la vitesse à laquelle elle se déploie finalement, qui peut grandement aider pour qu'il y ait de moins en moins de personnes dans la rue. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des plans gouvernementaux, mais la réalité c'est bien des gens comme vous, des associations, des citoyens qui se mobilisent pour les mettre en place. Vous avez dit quand même une 12aine de villes en France où vous êtes implantés. Vous avez aussi raconté comment vous avez fait une sorte de rupture, vous-même professionnelle. Vous étiez parti dans un grand groupe et puis vous vous mettez au service de cet engagement, voilà, exactement, de l'humain. Mais quand même, dites-nous un petit mot de tout ce qui est en train de se passer. Ces fameux plans, les modalités, qu'est-ce que vous en pensez en quelques mots de toutes ces actions? Qu'est-ce qui est la meilleure solution? Comment on pourrait aider véritablement les associations comme les vôtres à aller encore plus loin? En fait, je pense que c'est une question très complexe et nous, je pense pas qu'on va résoudre à nous seuls, avec nos petits bras, la question du mal logement. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est un changement de regard. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait, en parler, les gens se disent c'est possible. En fait, le problème, c'est la résignation. C'est passer devant une personne à la rue et se dire si elle est là, c'est parce qu'elle boit et qu'elle a envie d'être là et qu'en fait, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai vu des gens sortir de rue après 20 ans de rue. J'ai vu Mohamed qui sortait de rue, qui s'est guéri, il a des hauts et des bas sur son addiction, mais il a été embauché au Carlton pendant 1 an. Enfin, il y a des histoires incroyables qu'on partage pas suffisamment.
et qui en fait pourrait contrer cette résignation et je pense que chacun a un rôle à jouer en fait là-dedans. Est-ce que les villes ont un rôle à jouer pour vous aider parce que on parle beaucoup des grandes villes mais pas que, hein, il y a aussi des problèmes en ruralité, de trouver des solutions qui sont des solutions intelligentes en fait, puisque une espèce de cohésion qui se met en place et finalement vous vivez presque autonome. Oui, après on essaye d'être quand même au cœur des villes. Ouais. C'est important pour les personnes qui sortent de la rue, mais aussi pour les jeunes actifs, d'être vraiment au cœur de cet écosystème. Et ça grouille un peu. Ça grouille. Et puis en fait, ce qui est fou, c'est que, et c'est ce qu'on dit quand on lève des fonds entre guillemets, on dit aux gens, mais ça va être dans votre ville, c'est le voisinage qui va en profiter. Au lieu de se dire on va encore faire un logement un peu social, compliqué, etc. Ouais. En fait, c'est dire mais vous imaginez pas la joie que ça peut mettre dans une ville, dans un quartier. Là, il y a des gens qui sont venus la semaine dernière. Ils disaient mais on a l'impression que c'est un petit village, c'est-à-dire qu'il y a Freddy sur le banc. Elle connaît tous les gens qui vont déposer leurs enfants. Elle sait qui a garé sa voiture à tel endroit. Elle sait qui vend le Airbnb là-haut. Enfin, elle sait qui a pris un PV, pas un PV. Allez. On a un beau témoignage 0826 300 300. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Et vous avez une belle histoire à nous raconter. Oui, effectivement. J'ai une super belle histoire. C'est l'histoire de ma fille, en fait. J'ai toujours gardé une relation proche et très sincère avec elle. J'étais à la rue depuis 2 ans et demi. Et ma fille qui travaille toujours avec un collègue à elle dans un lycée, elle lui demande en fait où est-ce que tu vis, Pierre, et il lui parle de cette association, l'association Lazare, qui met en contact des anciens galériens avec des jeunes pros. Et de fil en aiguille, ma fille dit mais mon père est à la rue. Et donc grâce à cette intervention, Pierre a donné le numéro de téléphone au responsable de maison Lazare. Je l'ai rencontré dans la semaine et depuis, j'ai vécu avec Pierre qui est maintenant ami de ma fille. Et je vis avec mon gendre, si on peut dire. C'est ça. Gilles, pour qu'on comprenne bien et pour bien expliquer qu'on peut, à un moment donné, la vie nous fracture et finir dans la rue pour une raison X ou Y, et on peut avoir une belle maison avec des enfants et qu'un jour, on ne sait pas pourquoi tout bascule. Et c'est ça qui vous est arrivé ? Oui, c'est-à-dire que ça a été très très rapide. Bon, j'ai eu aussi des problèmes personnels, je ne vais pas m'étaler. Oui, bien sûr. Après, il y a eu Covid, j'ai perdu mon emploi et j'ai perdu en même temps mon propriétaire qui est décédé à cause du Covid. Et sa fille a décidé de vendre mon logement et donc je me suis retrouvé à la rue assez rapidement. Et sans avoir les moyens de reprendre un autre appartement, c'est ça que vous voulez dire ? C'est ça, parce que je n'avais pas de fiche de paye. Voilà, c'est ça. Et donc, je me suis retrouvé à la rue assez rapidement. Et aujourd'hui, le côté positif, c'est que effectivement, vous avez retrouvé un logement. Ça veut dire que vous pouvez retravailler de nouveau ? Vous avez trouvé du travail ? C'est marrant parce que j'étais dans un accueil de jour et un accueil de nuit où on recueille des sans domicile fixe. Oui. Et dans ce lieu, il y a un restaurant social qui héberge, qui sert les gens qui sont en besoin. Et donc je travaille dans ce restaurant maintenant, dans ce restaurant social. Grâce un petit peu j'ai retrouvé de l'élan. Un nouvel élan de vie en ayant un loyer, un appartement. Et ça c'est très important parce qu'on perd tout, socialement on perd vraiment tout. Et là j'ai retrouvé le goût de vivre et le goût de retravailler et de peindre, parce que c'est ma nouvelle passion, c'est ma passion depuis quelques années. Faudra nous montrer, oui. Gilles. Ouais, je vous montrerai avec plaisir. Parce que si on peut rencontrer le nouveau Monet, ça m'arrange. Par contre, j'ai le projet
de faire un vernissage d'ici 2-3 mois. Je suis en train de refaire quelques peintures, j'en ai déjà 6 ou 7. Eh ben, il faudra nous montrer. Gilles, et puis surtout Aliénor, c'est un peu ce que vous dites, vous avez quand même quelques chiffres, vous avez essayé de regarder, vous dites que 85% des colocs disent avoir maintenant un projet personnel, alors qu'en fait ils étaient à peine 25% en arrivant dans vos maisons. Donc Gilles ou Aliénor, en tous les cas, c'est un chiffre extraordinaire, ça. Oui, les gens sortent un peu de la survie aussi en retrouvant un logement. Enfin, je sais pas, Gilles, ce que tu peux en dire, mais en fait, quand tu retrouves un réseau social, etc., et que tu peux dormir et que tu n'as plus à te soucier de. Il y en a, ils arrivent chez nous, ils gardent leur pompe, ils dorment la fenêtre ouverte parce qu'il y a des habitudes qui restent. Et puis au fur et à mesure, on leur dit mais tu sais, t'es chez toi, pas besoin de te lever en vitesse la nuit, tu peux enlever tes chaussures pour dormir. On n'était pas à l'aise pour ouvrir le frigo, vous vous rendez compte? Vous avez des rêves, j'imagine, de nouveau, Gilles? À part cette une expo. L'expo. Oui, vernissage. Des envies, des choses que vous avez envie de réaliser? Pas spécialement. Pour l'instant, je continue à me rétablir, parce que c'est pas vraiment facile de retrouver ça. Le projet, c'est de garder ce lien social que j'ai avec toutes ces personnes-là qui nous entourent, qui nous aident, faut bien reconnaître. Et puis des rêves, c'est aspirer à une tranquillité et voilà, être paisible. Eh ben moi je vous propose, Gilles, la prochaine fois que vous passez à Paris, si vous faites une expo, vous venez à la radio comme ça. Ce sera avec un très grand plaisir. Eh ben écoutez, on sera très honoré de vous recevoir. Gilles, est-ce que l'idée, ça vous est venu peut-être de dire que demain vous serez peut-être à la tête d'une maison et vous accueillerez vous à votre tour, parce que c'est forcément, c'est une transmission, c'est un lien sans rupture. Oui, c'est sûr que ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas dans mes projets, sincèrement, parce que c'est vraiment quelque chose il faut quand même s'y donner à fond, quoi. Faut vraiment faut avoir l'âme à ça. Mais moi, je sais pas vraiment trop mon. Après, Gilles était responsable de coloc, donc en fait c'est lui qui a accueilli. Ah oui, déjà. Ouais. Enfin, en tout cas, si vous faites Gilles, si vous faites de la peinture et que vous dessinez Philippe David de profil, il faudra beaucoup de peinture. Donc, choisissez quelqu'un d'autre. Permettez-moi de vous dire que pour dire ça, vous êtes gonflé. Aliénor de Santenac, on a l'impression que votre histoire, l'histoire de Lazare, c'est quelque part quelque chose où on voit vraiment l'humain dans toute sa quintessence, dans ce qu'il est capable de faire, de renaître de ses cendres, comme on dit un peu. Oula, on n'est pas loin du message du pape. Il faut faire attention. Non, mais je trouve ça. Enfin, regardez, j'ai les larmes aux yeux. Je trouve ça extrêmement émouvant, moi. Oui, c'est vrai en fait, mais on n'a rien inventé. Ce qui est fou, c'est ce côté intergénérationnel. C'est le fait de. Moi, j'ai vécu pendant le confinement, donc confiné avec 8 femmes. Donc, on n'avait même plus trop le droit de se croiser entre colocs parce qu'il y a des gens fragiles. Et en fait, on a vraiment décidé à un moment donné de remettre plus de vie dans nos journées. Donc en fait, c'est simplement que le moindre anniversaire est devenu un truc énorme. On faisait des blind tests aux fenêtres. Du coup, on organisait des jeux. Il y a les gens les voisins d'en face, la façade d'en face qui jouaient avec nous par la fenêtre. Et en fait, vraiment, on foutait un peu le bazar. À quoi? Parce que si c'est au Scrabble, ça va être. Les voisins ont dû apprécier. En fait, j'ai ma coloc Freddy, donc elle a 55 ans. Elle a appris à être DJ avec un des jeunes actifs, parce que du coup, il y a des trucs qui se créent incroyables. Et elle mettait de la musique, et puis c'était blind test, donc les premiers qui trouvaient par les fenêtres en dessous, en face. C'est génial. Puis le soir d'après, c'était les voisins, quoi. En tout cas, ça s'appelle l'association Lazare. Merci beaucoup, Aliénor de Santenac. Merci beaucoup, Gilles. On vous embrasse très fort. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Et on compte sur vous. Tous ceux qui ont des projets, des envies, pourquoi pas un leg à faire ou je ne sais quoi, vous contactez directement lazare.quelque-chose. .eu comme D'accord, merci Cécile, j'ai appris quelque chose. Lazare. Oui, c'est ça. Exactement. Bon, pas comme la banque. Et SP comme Stéphane Pellet. Oui, merci Cécile. Aurélie Gros, Stéphane Pellet, merci beaucoup et merci encore à vous, le G500. Vous pouvez aller voir sur le site internet sommetcitoyen.fr. Absolument. Et vous inscrire pour le trophée. Vous inscrire pour le trophée, si vous voulez proposer une association, si vous voulez, vous êtes
les bienvenus. On se retrouve lundi prochain pour les vraies voix citoyennes. Et nous, on se retrouve demain, Philippe. Demain 17h, avec un immense plaisir. Avec joie et bonne humeur. Oui, moi je vais réfléchir. Je vous dirai ça demain. Tout de suite, Sud Radio à votre service avec Cécile de Bénibus. Et à 20h, évidemment, au cœur de la mêlée avec François Trio et l'équipe des sports de Sud Radio. Merci à notre équipe formidable. Bisous. Passez une belle soirée avec nous sur Sud Radio. À demain. Salut.